Ah oui, caméra. Ouais. j'allais dire. Mais... Allez, c'est parti. J'ai dégommé le micro. C'est pas bon grave. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au Comptoir avec, le podcast de l'agence Le Comptoir qui décrypte la communication, les parcours d'entrepreneurs, les stratégies de marque, des marques qui font souvent la différence. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui incarne une transformation fascinante. Imaginez, elle est la 4e génération d'une famille d'artisans, elle ouvre son premier commerce à seulement 21 ans et en quelques années, elle a transformé un vrai savoir-faire traditionnel en marque digitale ultra puissante. Elle est passée du statut de coiffeuse locale à celui de véritable média aujourd'hui. Formatrice suivie par des milliers de personnes, elle vient d'ailleurs de franchir un nouveau cap en co-créant sa propre gamme de produits avec une marque lyonnaise emblématique. J'ai le plaisir d'être au comptoir aujourd'hui avec Océane Avakian. Salut Océane. Bonjour, enchantée. Merci d'avoir accepté de venir au comptoir avec nous aujourd'hui. Alors, c'est moi qui vous remercie parce que je suis extrêmement flattée. Merci beaucoup. Nous, c'est un honneur en tout cas de te recevoir. Aujourd'hui, Océane, pour commencer, on ne peut pas ignorer ton nom quand on suit un petit peu les réseaux sociaux. Plus de 300 000 followers sur Instagram. Tu es la 4e génération de coiffeurs dans ta famille, Ouais, c'est ça? alors même, je vais te dire, c'est même pire que ça. Encore plus? C'est 4 du côté de mon père, Ouais. mais 5 générations du côté de ma mère, parce qu'en fait, mes 2 parents sont coiffeurs. Et chez nous, c'est terrible. Et alors, quand on ouvre son salon à 21 ans, tu avais 21 ans quand tu as ouvert ton premier salon, est-ce que c'est l'insouciance de la jeunesse qui te fait faire ça, ou est-ce que tu avais déjà une vision très très claire de là où tu voulais aller? Je pense que c'est un bon mélange des deux. Clairement, à 21 ans, il y avait de l'insouciance, beaucoup. Mais je me dis que finalement, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier sans trop me poser de questions. Donc, c'est pas plus mal. Mais il y avait un vrai plan derrière tout ça. Il y avait une vraie volonté d'être très vite indépendante, de pouvoir vite voler de mes propres ailes et surtout faire ce qui me faisait plaisir et ce que j'avais envie sans avoir à devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et surtout avec cet héritage familial, ça coulait aussi un petit peu de source. Ça a été plus facile pour moi dans le sens où forcément, avec des parents coiffeurs et entrepreneurs, j'étais quand même à bonne école. J'étais bien entourée et c'était une chance d'avoir des piliers qui étaient là quand je me posais des questions. C'est vrai que quand on se lance, on en a beaucoup des questions à se poser et j'étais extrêmement rassurée par le fait que je savais qu'ils étaient là pour m'épauler, quoi. Et alors, on entend souvent dire que c'est difficile d'entreprendre quand on est jeune. Toi, ta plus grosse difficulté au démarrage, qu'est-ce que ça a été? Alors, c'est un truc bête, ça a été les travaux. Ah ouais? Les travaux dans le local, pour moi, c'est ce qui a été le plus compliqué parce que finalement, les rendez-vous à la banque, toutes ces choses-là, ça s'est plutôt bien passé parce qu'en fait, j'étais tellement déterminée que j'ai eu la chance aussi de tomber sur des personnes en face qui m'ont fait confiance, bien sûr. Ouais. Mais tout ce qui a été suivre les travaux, ça, pour moi, ça a été vraiment complexe aussi parce que j'étais très jeune et parce que finalement, on me prenait pas au sérieux. Et quand je passais sur le chantier pour dire ça va pas, on me regardait même pas. Okay. On me calculait pas, on pensait que j'étais peut-être une autre personne extérieure, mais en tout cas, pas que c'était mon salon et mon local. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été compliqué. Là, pour le coup, j'ai eu besoin de me faire entourer de mon père et de mon chéri à l'époque pour mettre un peu le poing sur la table et dire bon, là maintenant... Ok. Voilà. Ah ouais, on imagine des difficultés de crédibilité face aux banques, un peu plus business, des choses comme ça. Toi, c'est plus face aux artisans qui travaillaient dans le local. Exactement. Ouais. Parce que face aux banques, j'ai eu la chance de tomber sur des personnes qui connaissaient un petit peu le parcours familial aussi. Ouais. Et puis, moi, j'ai toujours été, avant de lancer ce projet-là, j'ai toujours été dans la même banque avec le même conseiller. Donc, en fait, lui, il m'a connue gamine. Il m'a vu passer mon permis, faire un premier prêt pour acheter une voiture. Il m'a vu en apprentissage, il m'a vu mettre des sous de côté, quasiment tous mes salaires d'apprentissage, je les mettais de côté dans l'objectif d'ouvrir mon salon. En fait, il savait que j'avais un objectif depuis très longtemps et donc il m'a fait confiance. Je le remercie parce que le projet, il a été mûri donc depuis longtemps avant l'ouverture. Oui. À quel âge quand tu étais petite, tu rêvais d'ouvrir ton salon? Oui. Ouais. J'avais deux rêves. Un qui ne s'est pas réalisé parce que je pense que j'avais pas les compétences pour, mais je faisais beaucoup de danse classique. Okay. Donc j'ai fait énormément de concours, je me suis énormément investie et c'était une passion pour moi. Et à un moment donné, c'est posé la question de soit partir pour tenter le conservatoire de Paris, soit commencer l'apprentissage et commencer la vie professionnelle. Et c'est vrai que j'ai choisi la voie de la coiffure parce que je vivais cette passion à travers mes parents aussi. Et j'avais envie de vivre la même chose qu'eux.
Et alors, c'est en quelle année cette ouverture de salon? 2014. 2014. Il y a eu un tournant quelques années plus tard, truc qui a touché tous les entrepreneurs, qui s'est appelé le Covid. Mon Dieu. Mais pour beaucoup, ça a été synonyme d'arrêt total de l'activité, de frayeur un peu. Toi, t'as choisi une autre stratégie. Tu t'es dit, je vais faire autre chose. Je vais prendre mon smartphone. Alors, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Ouais. Enfin, si, oui, mais j'ai eu un énorme coup de flip comme tout le monde, parce que en plus, faut savoir que j'ai eu le nez. Je me suis dit, tiens, mon premier local qui était donc rue de 16, il faisait 27 mètres carrés. Donc c'était génial, mais c'est vrai que ça faisait déjà 5 ans que j'y étais. Le salon s'était super bien développé, notamment grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Et j'ai eu la bonne idée de déménager pour un local de 120 mètres carrés, 200 mètres plus loin. Ah oui, tu multiplies quand même la surface par 5. Je me suis dit, on y va, on y va. Et je me suis retrouvée à ouvrir le salon au mois de janvier et à le refermer au mois de mars. Ok. Voilà. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle être visionnaire. Voilà, là vraiment j'ai eu le pif. Nous, on a créé l'agence en janvier 2020, donc c'est un petit peu pareil. C'est ça. Et donc, il y avait la dimension financière aussi qui rentrait en compte, parce que excuse-moi. J'ai ouvert donc ce salon qui faisait 120 mètres carrés, mais qui était un local vide depuis plus de 2 ans, qui était moisi, quasiment à l'abandon. Donc en fait, il a fallu tout refaire du sol au plafond. Les travaux, c'est un budget qui peut aller très vite, surtout quand on veut faire un lieu un peu emblématique. Ce que j'ai essayé de faire en tout cas de mon mieux. Et je me suis retrouvée là avec finalement beaucoup de dettes et un salon fermé. Et on sait à quel point une trésorerie, ça peut fondre très rapidement quand il n'y a pas d'activité et qu'il n'y a pas d'argent qui rentre, quoi. Et donc là, ça a été le point de bascule où je me suis dit effectivement, il va falloir trouver une solution, quelle qu'elle soit, parce qu'en plus, à l'époque, je ne rentrais pas dans les modalités pour avoir droit aux aides de l'État. Oui. Voilà. Je venais de changer de statut, en fait. J'étais passée d'entreprise individuelle à société. Ah oui, du coup, tu n'avais pas les bilans pour prouver... Voilà, exactement. Donc, ils m'ont dit gentiment, mademoiselle Avakian, débrouillez-vous. Ouais, sympa. Ouais, sympa. On se sent soutenu dans ces périodes-là. Très, 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 très. Et du coup, tu as essayé de transformer ça en opportunité? C'est ça. Donc c'est sur Instagram que ça s'est passé. C'est sur Instagram que ça s'est passé. En fait, en réalité, j'étais déjà sur les réseaux avant 2020, mais j'étais plutôt... on me voyait pas, moi, en fait. On voyait mes réalisations, on voyait de la coiffure, beaucoup, mais moi, on me voyait pas. Et là, j'ai décidé, en fait, de tourner la caméra, de me filmer moi. Quand je dis j'ai décidé, je l'ai décidé oui et non, dans le sens où c'est plutôt les marques qui m'ont mis la puce à l'oreille, notamment GHD, qui est une marque d'outils de coiffage, tu sais, lisseur, boucleur, etc., sèche-cheveux. Et en fait, c'est eux qui m'ont mis la puce à l'oreille en me disant, écoute, Océane, les gens ont du temps devant eux, ils ont besoin, ils ont envie, en fait, de profiter de ce temps-là pour prendre soin d'eux. Est-ce que ça te dirait de tourner une petite vidéo pour nous, sous forme de tuto, machin? Et donc, forcément, il fallait que je le fasse sur moi parce que j'avais pas de cliente sous la main. Ouais. J'allais pas faire un brushing à mon chéri. Effectivement. Il a peut-être les cheveux très longs. Non, en plus, pour le coup, à l'époque, ça aurait pu. Mais bon, bref. Il a fallu, du coup, que je me remette en question et que je me dise, OK, en fait, les réseaux sociaux, je peux les utiliser différemment. Je peux tourner la caméra, montrer qui est de l'autre côté des réalisations. Et j'ai commencé comme ça à me prêter au jeu... story, questions-réponses, vidéo, et c'est parti de là en fait. Ok, donc tu t'es dit je vais incarner ma marque, voir d'autres avec les partenariats. C'était même pas le plan. J'avais pas de plan. En fait, le plan c'était, on m'a dit Océane, ce serait bien que tu fasses un tuto. J'ai dit ok, je vais essayer. Quand j'ai vu que ça fonctionnait plutôt bien et qu'il y avait beaucoup de retours positifs, je me suis dit en fait ça y est, j'ai tout un tas de trucs à dire. Je veux leur parler de comment on se lave correctement les cheveux, comment on s'applique un soin pour qu'il soit efficace, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément avoir les bons gestes. Je vais parler d'astuces, je vais parler de plein de choses. Et en fait, à partir de là, j'ai vraiment ouvert la boîte de Pandore et je me suis dit, OK, j'ai plein de trucs à dire maintenant. Ça y est. Donc, j'ai lancé la machine, mais sans but précis à la base, à part passer le temps pour pas ruminer. Le salon est fermé, j'ai des dettes. Je me suis dit, il faut que je sois utile d'une manière ou d'une autre, sinon je vais péter un plomb. Donc, j'ai trouvé cette solution-là. Ça permet de s'occuper en plus. Voilà, exactement. Donc, sans stratégie vraiment au départ. Non.
Et donc aujourd'hui, ton compte, c'est quand même devenu ta vitrine, une de tes vitrines, Oui. très soignée. On voit Instagram, c'est le monde du beau aussi, hein, donc c'est important de faire attention à ça. Aujourd'hui, comment tu gères ton équilibre entre ton boulot au salon, parce que tu bosses toujours, tu coiffes toujours des gens, et ton côté un peu influenceuse sur les réseaux sociaux? J'ai un emploi du temps, si tu savais. Il est calibré à la minute près. Ah ouais. Ah oui, oui. En fait, au début, c'était le bazar parce que j'essayais de mélanger toutes ces casquettes-là. Parce que si on récapitule, en fait, en prenant un peu de recul, je me suis dit, en fait, Océane, t'es qui? Tu fais quoi? Je fais de la coiffure sur clientèle, donc je suis coiffeuse. Je fais de la formation pour les pros, je suis formatrice. Je fais des vidéos sur les réseaux, je suis créatrice de contenu. Mais à côté de tout ça, j'ai aussi un e-shop sur lequel je suis associée donc avec mon chéri. Donc j'ai aussi une casquette sur le côté marketing, sur le côté... voilà, il y a des projets, il y a pas mal de choses, pas mal de stratégies à penser finalement. Et puis le côté, la casquette de manager aussi sur ces deux entreprises où il faut manager des équipes, que ce soit au salon ou pour le e-shop. Et là, je me suis dit, en fait, sur une semaine, si je dois regrouper toutes ces casquettes-là, je peux pas faire ces 5 métiers-là sur une seule et même journée. Donc, on a pris un peu de recul et là-dessus, c'est vrai que mon chéri m'aide énormément parce que lui, il a la vision avec le recul nécessaire pour me voir et pour me dire, écoute, voilà, moi, je te propose une stratégie, on va bosser de cette manière-là. Et en fait, on a découpé mon emploi du temps dans la semaine. Le lundi, c'est destiné aux pros, c'est les formations. Le mardi, je suis au bureau, donc là, c'est réunion, stratégie toute la journée, pour que ce soit pour le e-commerce ou pour le développement d'accessoires, de produits pour les pros. Le mercredi, maintenant, c'est une journée qui est dédiée à mes enfants et ça me fait énormément de bien parce que je souffrais un peu de ne pas les voir suffisamment. Ouais. Le jeudi, je fais tournage, donc création de contenu, principalement. Okay. Le vendredi et le samedi, je suis en clientèle et voilà. Ok, donc ça fait une semaine très très chargée, ouais. Ça fait une semaine chargée, mais si j'ai formation toute la journée du lundi, en principe, je me mets le samedi en repos. Enfin, j'essaye d'alterner un petit peu parce qu'au début, effectivement, je travaillais du lundi au samedi. Oui, histoire d'avoir quand même 2 jours de week-end. Ouais, mais bon, voilà, c'est vrai qu'après, il faut essayer de faire en sorte d'être aussi disponible quand on rentre à la maison le soir, avoir encore un petit peu d'énergie pour la famille et les enfants. Donc, on a réaménagé. Et ton expérience de créatrice de contenu sur Instagram, elle te sert aussi pour les autres business ? Énormément. En fait, Instagram, c'est assez magique dans le sens où c'est un levier, c'est un micro d'ailleurs, comme ici finalement, sur lequel on peut aborder à peu près tous les sujets qu'on veut et ça va venir nourrir tout un tas de sujets et tout un tas de business différents aussi à travers ça. Donc pour moi, Instagram, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Ok. Comment aujourd'hui, j'imagine que tu as mis en place une stratégie, tu vas choisir des typologies de contenu, alterner entre ces différents contenus. Comment tu as construit ça ? Tu l'as fait toute seule ? Tu t'es fait aider ? Alors non, je ne l'ai pas fait toute seule et surtout, ça s'est fait au fur et à mesure du temps et ça continue à évoluer chaque année. Ouais. Au départ, j'ai été toute seule. Je dirais de 0 à 70 ou 80 000 abonnés, j'étais toute seule. Ensuite, j'ai commencé à avoir des alternantes avec moi qui m'ont aidée, qui m'ont apporté un énorme soutien sur le montage, sur ce genre de choses qui étaient très chronophages et dans mes semaines qui me prenaient tout mon temps libre quasiment, toutes mes soirées. Et puis après, vraiment là, on s'est professionnalisé quand on a passé les 100 000 où là, j'ai vraiment commencé à recruter. Maintenant, on est 3. Donc, j'ai une personne en CDI et une personne en alternance. Donc, Angélique et Léna, qu'on voit souvent dans mes vidéos d'ailleurs. Qui, elle, m'aide justement à synthétiser tout ça, à l'organiser. Et effectivement, c'est des réunions qui peuvent paraître lunaires pour les personnes qui travaillent pas dans ces métiers-là. Mais nous, on a vraiment des réunions autour de, voilà, qu'est-ce qu'on poste le mardi, à qui on s'adresse, aux professionnels ou aux consommatrices. On parle de quoi ? On parle de technique, on parle de produits, on parle d'astuces. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait passer un message sous forme d'humour ou sous forme plutôt professionnelle. Enfin, voilà, c'est vraiment... toute une organisation derrière ce qu'on peut laisser entrevoir sur les réseaux. Ok. Et tu montres tout sur les réseaux ou tu t'imposes des limites Non, je m'impose des limites. Ouais. Déjà, la limite de ma famille. Je ne montre pas mes enfants ni mon chéri. Ouais. Parce que ça, je veux vraiment que ça reste ma sphère privée.
Et ensuite, au niveau du travail, j'en montre quand même beaucoup. Et en fait, j'en montre de plus en plus. Au début, j'avais tendance à censurer un peu la partie un peu moins fun et tout ce qui pouvait être moins Instagrammable finalement, que ce soit les désillusions, les galères, etc. Et en fait, plus récemment, je me suis rendu compte que le fait de partager aussi ça rapprochait énormément. Parce et que les gens demandent ce genre de contenu. Ils demandent et puis surtout, ils se reconnaissent et ils se disent « Ah bah, elle aussi, elle a des galères de personnel. Elle aussi, elle a des galères avec sa clim qui tombe en panne en plein mois de décembre. » Enfin, tu vois, ce genre de choses. Et je me suis dit, en fait, voilà, je vais de plus en plus, je pense, être transparente là-dessus. C'est pas que des paillettes, quoi. Non, c'est pas que des paillettes. Ça, c'est clair. Et Instagram te ramène, j'imagine, du monde au salon, du monde sur ton e-shop. Oui. C'est un vrai support publicitaire aussi. Tout à fait. Ouais. Ça draine du monde sur toutes les activités qu'on peut avoir. Et effectivement, pour moi, je pense que c'est la base de tout, quoi. On peut communiquer via du mailing, on peut communiquer via des événements. Il y a d'autres façons de le faire, bien sûr. Mais ce qui réunit toujours tout le monde de manière efficace et plus rapide, entre guillemets, ça va être les réseaux sociaux. Ouais. Ok. Là, on arrive dans une période assez chargée quand on est dans le business. C'est les fêtes de fin d'année, la période de Noël. Pour les coiffeurs, c'est un peu le money time aussi. Oui. D'un point de vue com, pour toi, est-ce que c'est un casse-tête? Est-ce que c'est déjà très clair dans ta tête? Tu sais exactement, t'as prévu ce que t'allais dire, ce que t'allais faire? Ou au contraire, c'est un petit peu comme ça vient? Il y a certains gros événements sur lesquels, oui, on anticipe, on prévoit beaucoup, notamment le Black Friday. Ouais. Mais là, je parle plus pour la partie du coup e-commerce. Là, tu vois, on est en plein dedans. Clairement, c'est le rush. Ouais. Ça a été anticipé, ça a été travaillé, ça a été voilà, tout ce qu'on veut. Par contre, pour la partie salon, j'avoue que là, la partie salon, je me laisse plus aller à la créativité en fonction de comment ça me vient. Et c'est plus spontané. Ouais, okay. C'est plus spontané pour la partie salon parce qu'il y a ce côté plus créatif aussi qui fait que ça va dépendre de ta journée, ça va dépendre de ta cliente et du coup, tu vas communiquer des choses différentes en fonction de l'expérience que tu vas vivre dans ta journée parce que je ne prépare pas tout. Okay. Et c'est plutôt, il y a de la spontanéité. Il y a beaucoup de spontanéité et c'est surtout les sujets que j'aborde avec mes clientes ou quoi qui vont me donner l'idée de, mais c'est moins préparé que pour la partie e-commerce, par exemple. Ok. Ça draine du monde quand même, la période des fêtes dans le salon? Oui. Ouais. De base, c'est vrai que pour les coiffeurs, le mois de décembre, c'est un gros mois. Après, je trouve que quand même, avec les années, ça a changé un petit peu parce que peut-être que les gens mettent aussi leur budget ailleurs. En tout cas, le petit brushing de Noël qu'on pouvait avoir avant, à l'époque de mes parents, ça s'est perdu un peu. Maintenant, elles viennent moins souvent, les clientes, mais elles viennent faire des plus grosses prestats. Okay. Donc, elles vont anticiper, elles vont venir soit au mois de novembre, soit au mois de décembre, mais elles viennent pas spécifiquement pour Noël. Elles viennent pour englober tout le mois, la fin d'année, être clean au niveau de la couleur, du balayage, un bon soin profond pour leurs cheveux. Mais elles viennent pas comme avant, c'était vraiment la semaine de Noël, le gros rush. Et là, nous, c'est vraiment tout au long du mois de novembre et décembre de manière un peu mieux équilibrée, je dirais. Et elles viennent aussi pour ton balayage signature. J'ai découvert qu'il y avait des prestations un peu signature chez les coiffeurs aussi. C'est un univers que j'ai découvert en travaillant sur cet épisode. Tu peux nous expliquer comment tu crées quelque chose et tu crées vraiment ce produit signature avec ta patte, ta marque. Comment ça s'est passé? Alors, je dirais que le monde du balayage, c'est un peu comme un peintre qui va apprendre à peindre sa toile avec différents outils, différents produits et différentes techniques. Nous, c'est exactement pareil. C'est vraiment tous ces critères-là qui vont rentrer en ligne de compte. Et à force de se former à droite, à gauche, en France ou à l'étranger d'ailleurs, on va prendre les tips et les petites spécificités de chaque coiffeur qu'on a rencontré dans nos vies professionnelles et on va en faire quelque chose qui nous ressemble, nous. Donc, on va prendre un petit peu de ci par là, un peu de ça par ici. Nous, on va tester des choses de notre côté. Et en fait, à force d'essayer, on arrive à un résultat qui est propre à nous, dans le sens où personne peut avoir la même façon de travailler parce que c'est en fonction de ce qu'on a appris tout au long de notre carrière. Et donc, c'est des années d'expertise qu'on essaie de retranscrire dans une manière d'appliquer le produit sur le cheveu d'une cliente.
et obtenir un résultat en fonction de ça. Dans l'artisanat, il y a art, quoi. Mais c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est que aujourd'hui, mon balayage, que j'appelle d'ailleurs balayage hybride, parce que je mélange plusieurs techniques à l'intérieur, je sais pertinemment que d'ici 3-4 ans, peut-être 5, je le ferai plus du tout de la même manière que ce que je le fais aujourd'hui. Parce que d'ici là, j'aurais continué à me former, j'aurais continué à découvrir d'autres choses qui fonctionnent aussi et ça va évoluer. Et le résultat évoluera aussi ? Et le résultat évoluera parce que de toute façon, le résultat doit évoluer aussi en fonction des tendances. Ok. Dans ton actu business, il y a aussi une collab qui est toute récente avec Patrice Mulato, une autre marque lyonnaise. Ouais. Tu peux nous en parler un peu, nous dire comment ça s'est fait, quelle est la genèse de cette collaboration ? Carrément. Patrice, moi, c'est un coiffeur que je connais depuis toujours parce que c'est un ancien coiffeur qui a fait beaucoup d'allergies et qui a décidé à la base de développer sa propre marque pour pouvoir utiliser des produits de coiffure. Et mes parents, quand ils avaient leur salon, étaient revendeurs de la marque Patrice Mulato. Donc moi, depuis petite, je vois sur les étagères de mes parents Patrice Mulato. Voilà. Ça s'imprègne dès le plus jeune âge. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai dans l'ADN, dans le sang. Et en grandissant, moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, etc., etc. Et puis, est venu un jour où une très grande marque m'a proposé de faire une co-création de produits. Mais sans citer personne, j'étais pas en accord avec les valeurs de cette marque-là. Okay. Et je me suis dit, ok, Océane, si tu le fais, c'est waouh. Moi, dans mon cœur de fille, de petite fille, derrière petite fille de coiffeur, c'était les paillettes, c'était la folie. Je me suis dit, mais c'est dingue. Mais à la fois, avec un peu de recul, je me suis dit, si tu le fais, tu vas pas faire un truc qui te ressemble. Ouais. Et tu vas te perdre. Donc, c'est pas de ça que j'avais envie. J'ai refusé. Okay. Et ça m'a coûté. Crois-moi, ça pas facile de dire non. Ouais. Non, pas facile. J'ai refusé, mais c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit, un jour, je le ferai, mais avec quelqu'un qui me ressemble plus. Okay. Et puis, moi, au fil des années, j'ai aussi travaillé avec Patrice Mulato dans mon salon pour ses produits. Et puis, un jour, sur un rendez-vous où on a eu l'occasion de se rencontrer, on a échangé tous les deux. Et en fait, moi, je lui ai parlé de mon projet, de mon envie de co-créer une gamme de produits. Et pourquoi j'avais envie de le faire, c'était surtout pour connaître, en fait, toutes les étapes qu'il y avait derrière la création d'un produit. J'avais envie de savoir comment ça se passe, de la formule jusqu'à la mise en flacon et jusqu'à la commercialisation. J'avais envie de tout savoir, tout connaître. Okay. Et lui m'a dit, mais c'est génial, nous, on a envie aussi de se réinventer, de donner aussi un coup de peps à notre image de marque. Et clairement, on est tous les deux lyonnais, t'es passionné. Lui, Patrice, c'est un passionné aussi de dingue. Et donc, on parle la même langue, lui et moi. Et on s'est dit, ok, ça match, quoi. Et alors, il y a un truc important, c'est que c'est pas du dropshipping, c'est pas juste à poser ton nom sur un produit qui existe. À quel point t'es intervenu dans la création de ces produits ? Oui, c'est ça, c'est important de le dire, parce que ça fait 2 ans qu'on a bossé dessus, ça nous a pris beaucoup de temps. 2 ans de travail pour arriver à sortir. Et encore 2 ans pour sortir 4 produits. Ouais. Franchement, moi, j'avais aucune idée du temps que ça pouvait prendre. Patrice n'a pas arrêté de me répéter, 2 ans pour sortir 4 produits, c'est très court. Okay. En fait, on est allé vite, alors que moi, ça m'a paru mais une éternité. Donc en fait, quand tu veux sortir des produits, tu as soit la possibilité de contacter un labo et travailler avec ce qu'on appelle une marque blanche, c'est-à-dire que la formule est déjà prête. Ouais. Tu la testes et si elle te plaît, tu la mets dans un flacon, tu crées ton packaging, ta DA derrière et tu mets ton nom dessus. Mais il n'y a pas le travail de recherche de formule. Voilà. Okay. Alors que là, avec Patrice, moi, ce que je voulais, justement, c'était déjà commencer par cette étape-là qui, moi, en tant que coiffeuse, m'a apporté énormément de connaissances aussi. La définition, la recherche de la formule. Donc, on a établi un cahier des charges avec ce qu'on a blacklisté, ce qu'on ne voulait pas du tout dans nos formules. Au contraire, les agents, les composants principaux qu'on voulait. Ouais. Et donc, après, le labo te fait des propositions. Et Patrice, lui, c'était vraiment le médiateur entre le labo et moi. C'est-à-dire que lui savait quoi dire au labo, alors que moi... Non, à part dire je veux que les cheveux ils soient brillants, hydratés, doux, légers, voilà. Okay. Lui savait ce qu'il fallait mettre à l'intérieur. Et moi, je testais les produits. Donc, ça, déjà, cette partie-là, elle prend beaucoup de temps avant d'avoir une formule qui est bien équilibrée. Ouais. On ne se rend pas compte de tous les paramètres, mais entre la galénique, le parfum, l'efficacité, le résultat, le parfum. Oui, le parfum, on l'a créé aussi. Okay. De toutes pièces. Moi, je me suis dit, il va arriver, il va me dire j'ai 3-4 parfums à te proposer, tu veux qu'on mette lequel dans le produit ?
pas du tout. Il est arrivé avec toutes ses éprouvettes, il m'a dit « Ok, on va créer un parfum Océane. » Un peu comme les nez qu'on voit dans certains reportages qui C'est un peu tout. ça. Ouais. Donc, puis derrière, il faut chercher une histoire parce que ce parfum, il faut qu'il ait un sens. Tu peux pas juste dire ça sent la vanille parce que j'aime bien la vanille, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, il a fallu réfléchir derrière. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux comme parfum? Pourquoi? Quelle est l'histoire que je vais raconter autour de ça? On fait passer un message avec ça aussi. Tout à fait. Ouais, parce que finalement, le parfum, c'est aussi... quand tu demandes à une femme quels seront ses premiers critères de sélection quand elle va choisir un produit de beauté pour ses cheveux, elle va te dire en premier le parfum. Et quand tu les vois faire dans les rayons, qu'est-ce qu'elles font? Elles ouvrent, elles sentent. C'est vrai, quand on voit dans les supermarchés le rayon shampoing, souvent les gens sentent. Et voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, là, le parfum, faut absolument que ce soit un parfum dont on se rappelle, voilà, et qui ait une vraie histoire derrière. Donc l'histoire du parfum, ça a été aussi un gros morceau. Après, il y a eu la recherche de la DA pour le packaging. Ouais. Donc là, on a travaillé avec une super agence qui nous a aidés parce que ça, c'est un métier aussi. Ouais, bien sûr. Donc on leur a dit ce qu'on voulait retranscrire, quelle était la DA derrière tout ça. Et puis après, Patrice, lui, il va vraiment gérer toute la partie logistique, c'est-à-dire, il a déjà les usines, il a déjà les contacts pour qui va mettre en flacon, où est-ce que ça va être livré et comment est-ce que ça va être distribué. Donc, c'est vraiment lui qui gère après tout le réseau de distribution envers les professionnels. Et nous, on gère la distribution vers les particuliers. Ok. Voilà, via notre site et le salon. Et alors, pourquoi, t'as peut-être un peu répondu, mais pourquoi avoir choisi de faire une collaboration plutôt que de lancer un produit Océane Avakian? J'avais pas les compétences. Ok. Clairement, tu vois, quand il y a un truc que je sais bien faire, j'aime bien le dire. Mais quand je ne sais pas faire, je sais le dire aussi. Oui, il vaut mieux s'adosser à quelqu'un. C'est clair. Tu peux pas arriver comme ça, enfin, à mon sens, sauf si t'as un don pour ça. Mais quand je vois le travail qu'il y a derrière et les connaissances qu'il faut, tu peux pas arriver du jour au lendemain et dire, je vais lancer ma marque. Non, parce que derrière, il faut beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire et de toute façon, vu que j'avais pas envie de faire une marque blanche, c'était pas envisageable de le faire toute seule en fait. Ouais, tu voulais vraiment créer quelque chose sur mesure. Oui, c'est ça, exactement. Je voulais que ça me ressemble. Et la gamme aujourd'hui, c'est quoi ces 4 produits? Ces 4 produits, le but c'était vraiment de simplifier un maximum la routine pour les clientes. Donc 4 produits, un bon shampoing, déjà c'est la base qui respecte le cuir chevelu, parce que les femmes se lavent les cheveux de plus en plus souvent avec la pollution, tout ça. Ouais. Donc un bon produit qui respecte le cuir chevelu. Et qui sent bon. Et qui sent bon, bien évidemment. Derrière, un masque qui va venir apporter l'hydratation nécessaire, mais sans alourdir, parce que pareil, beaucoup de femmes ont maintenant, à cause du rythme de vie, des hormones ou de la pollution, des cheveux qui graissent plus rapidement qu'avant. Donc le but c'est de trouver l'équilibre entre un bon nettoyage et une bonne hydratation. Ouais. Et puis derrière, on va retrouver un lait de soin sans rinçage. Donc ça, c'est un soin qui ne se rince pas pour celles qui n'ont pas le temps de faire le masque, par exemple. Et puis pour finir, un sérum. Donc là, le sérum, c'est vraiment ce que tu vas appliquer le matin avant de partir. C'est la petite touche d'hydratation, de brillance et de parfum, du coup. C'est la petite touche beauté de tous les jours, quoi. Ok, donc ça fait une gamme assez complète. Voilà, tout à fait. Oui, et aujourd'hui, alors, tu vends plus seulement des produits, des coupes, tu vends aussi ton savoir-faire? Oui. Avec l'Avacadémie. Ouais. C'est bien renseigné, hein. Mais oui, bien sûr, j'ai préparé. Pareil, comment est née l'idée de vouloir transmettre? Est-ce que c'était aussi une volonté qui date depuis de quelques années, ou est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit, il y a du business à faire aussi là-dedans? Alors, pour être totalement transparente, j'ai adoré former mes apprentis. Ouais. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Et avec le temps et avec les réseaux, on a commencé en fait à me réclamer, les professionnels ont commencé à me demander des formations. Et moi, j'avais très envie de ça, mais je suis quelqu'un de très timide de nature. Et m'exprimer, on dirait pas parce que je cache bien mon jeu avec les réseaux. Mais du coup, m'exprimer devant peut-être une dizaine de personnes avec assurance... et puis même me vendre en disant en fait moi je vais être formatrice et j'ai les compétences pour faire grimper les vôtres, voilà, j'avais pas assez confiance en moi pour le faire et du coup c'est resté dans un coin de ma tête pendant 2-3 ans je dirais et j'avais envie mais j'avais pas le courage de le faire. Et puis un jour le groupe L'Oréal m'a contacté et plus précisément la marque Redken
qui m'a dit, écoute Océane, nous on a de la demande dans les salons, on te réclame en formation et nous on aimerait t'apporter la possibilité de mettre en marche le processus de formateur. Donc on te forme à être formatrice, on te met à disposition nos académies avec les productions à l'intérieur, on s'occupe des inscriptions, on s'occupe de tout. Et toi, en échange, tu viens dispenser la formation que tu veux sur le thème que tu veux et tu crées vraiment ta formation de toutes pièces. Nous, on est là, en fait, pour t'accompagner. Et j'ai dit oui. Je me suis dit, là, Océane, ma grande, va falloir y aller, quoi. Si un groupe comme L'Oréal vient te chercher en te disant, tu veux que tu fasses des formations, bah oui, c'est qu'il va falloir se réveiller. À un moment, ma grande, il va falloir y aller. Donc, je crois que les hormones ont parlé pour moi aussi parce que j'étais enceinte de 9 mois. Je crois que j'ai accouché genre la semaine d'après. Ah oui. Ouais, le jour de ce call, j'étais énorme. Et j'ai dit oui. Et je pense que les hormones m'ont dit, dit oui pour baby moi. Brain qui parle. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, c'était fini. Une fois que je m'étais engagée, de toute façon, il fallait que j'y aille. Donc, après, il n'y avait plus besoin de réfléchir. Il fallait travailler et j'y suis allée. Et qu'est-ce qui manque le plus aujourd'hui, selon toi, aux jeunes coiffeurs qui viennent se former? Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est du côté business, du côté marketing? Je pense que la technique, ils l'ont de plus en plus et aussi ils se forment beaucoup grâce aux réseaux sociaux, donc ça c'est merveilleux, c'est un bel outil pour nous aussi. Mais je trouve que oui, effectivement, souvent les points qui reviennent, ça va être le côté business, que ce soit pour l'organisation, comment faire tourner un salon, comment facturer les prestations, comment savoir si on est vraiment rentable, comment manager une équipe. Ouais. Beaucoup de questions à ce niveau-là, ouais. Et du coup, j'essaye de prendre en compte les questions qui reviennent le plus souvent et d'étoffer mes formations dans ce sens-là pour pouvoir les accompagner aussi, en tout cas avec mes connaissances, sur ce genre de sujet. Oui. Ok, donc c'est pas que des formations techniques. On n'apprend pas que le balayage, on n'apprend pas que les techniques de coupe. Non, bah tu vois, la dernière que j'ai sortie s'appelle « Comment fixer ses prix ». Parce que la plupart des salons de coiffure, et moi la première, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée, je me suis installée, j'ai regardé les prix aux alentours de mon salon, dans mon quartier. J'ai regardé vite fait par rapport à mon loyer. Je me suis dit, bon, bah, ça va être à peu près ce prix-là. Mais en fait, derrière tout ça, il n'y avait aucun calcul savant qui me prouvait qu'avec ça, je serais rentable, tu vois. Donc, c'était pas stable. Mais ça, je l'ai compris en me formant avec les années, avec l'expérience. Et du coup, j'ai décidé de retranscrire tout ça dans une formation. Mais bon, derrière, il y a 11 ans de réflexion, de développement, de formation, de choses que j'ai testées, que j'ai mis en place au salon, qui ont fonctionné ou pas. En fait, je me suis dit, je vais en faire un condensé, je vais leur apporter ce qui a fonctionné pour moi. Et après, ils prendront ce qu'ils ont à prendre à l'intérieur et ils feront à leur sauce, quoi. Et puis, il y a aussi, sur le fait de fixer ses prix, il y a aussi un côté peur d'être illégitime. Complètement, mais complètement. Et alors, pour terminer, si tu pouvais aujourd'hui prendre un café au comptoir avec l'entrepreneur ou l'entrepreneuse de ton choix, vivant ou disparu, ce serait qui? Avec mon grand-père. Ah ouais? Ouais. C'était un vrai entrepreneur? C'était non seulement un vrai entrepreneur, mais surtout un vrai passionné. Ouais. Et du coup, il n'a jamais perdu ça de vue, malgré qu'il a été aussi très bon entrepreneur sur le plan business. Il n'a jamais perdu la passion de vue. Et ça, c'est ce que je veux garder aussi. Je me dis, j'ai pas envie qu'avec les années, le côté business prenne le dessus. Je veux, moi aussi, comme lui, rester une passionnée. Et donc, j'aurais pas mal de questions à lui poser pour savoir comment il a gardé cette flamme-là en lui. Mais je devrais pas mal m'en sortir parce qu'à travers mon grand-père, j'ai quand même mon père qui est clairement... qui a beaucoup de points communs avec mon grand-père. Et en plus, plus il avance dans l'âge et plus je leur trouve des ressemblances physiques et même dans la façon de parler, etc. Donc, je pense que déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir mon papa et chaque échange avec lui est hyper enrichissant. La passion, ça se transmet dans la famille. Mais carrément, ouais. Ouais, c'est vraiment 4 générations, 5 de l'autre côté. Oui. Tous des passionnés depuis toujours? Tous des passionnés alors certains plus que d'autres, comme c'est normal quoi, mais en tout cas tous quand même tous vraiment c'est quand même pour tous un univers qui rassemble. Et je te laisse imaginer les repas de famille chez nous, à quoi ça ressemble. Parce que, bon, il y a les coiffeurs, donc il y a nous, mais souvent les pièces rapportées, les maris et les femmes sont coiffeurs et coiffeuses aussi. Ah bon? Mais c'est terrible. D'accord. C'est terrible. Ok. On n'a pas intérêt à arriver décoiffé. Ah voilà, attends, si t'es la nouvelle chérie ou le nouveau chéri t'as intérêt à arriver coiffé, quoi. Okay. Faudrait que je fasse gaffe si un jour... si un jour ça t'arrive, voilà. Fais attention. Merci beaucoup, Océane, d'avoir partagé ton expérience sans filtre avec nous. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, de décortiquer un petit peu ton business model.
Pour nos auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur les différentes plateformes. On va vous mettre tous les réseaux sociaux et les différents sites d'Océane Avakian en description de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Ça nous aide vraiment et ça aide les équipes et ça donne de la force. Merci beaucoup. À très vite. Merci beaucoup. C'était génial. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.